Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer d'abord par notre focus. Il est professeur certifié en collège et en 2011, il crée sa chaîne YouTube Parlons Histoire. Et depuis, son nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Il s'appelle Baptiste Cornabas et il est notre influenceur du jour. Elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quelle va être votre chronique aujourd'hui? On va parler de MedTech et de l'assistant vocal de Doctolib. Et puis on va plonger aussi avec vous, avec notre invité au cœur de l'actualité tech, en vous proposant deux sujets. D'abord, un sujet glaçant mais nécessaire, la prolifération d'images pédopornographiques générées par intelligence artificielle. Une organisation britannique tire la sonnette d'alarme face à la multiplication de ces contenus qui, bien que créés artificiellement, sont si réalistes qu'ils sont presque impossibles à distinguer des images réelles. On voit ça dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, les startups françaises sont-elles à bout de souffle? Coupe budgétaire, baisse des investissements, ciblage du gouvernement. Quel avenir pour la French Tech? On va se poser la question avec notre invité, Alexandre Azria. Bonjour. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver, expert en intelligence artificielle, en tech aussi, fondateur de Le Croissant AI. On ne le présente plus. On en parle dans un instant, juste après le focus. C'est notre influenceur du jour. Le cadre scolaire ne lui permettait pas d'exploiter tous les recoins de sa créativité. Alors pour y remédier, Baptiste Cornabas a créé sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Parlons Histoire. Il y aborde des sujets du programme scolaire, mais un petit peu plus en profondeur. Et on découvre une partie de ce programme justement dans le Focus, signé aujourd'hui Jean Martineau. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Et si cette fois, au lieu d'ouvrir des livres, nous allumions plutôt des écrans pour réviser? C'est bien le réflexe que l'on pourrait adopter avec la chaîne YouTube Parlons Histoire. Professeur et grand passionné, Baptiste Cornabas était frustré par le programme qui ne lui permettait pas d'approfondir les sujets autant qu'il l'aurait voulu. En 2014, il décide de se défaire de ses barrières et lance sa chaîne YouTube pour s'exprimer autant qu'il le souhaite et surtout sur ce qu'il souhaite. Oh. Et mais en fait, qu'est-ce qu'on fête? Bah, le 14 juillet. Oui, mais de quelle année? Pourquoi? Mais laisse-moi profiter du feu d'artifice, c'est la prise de la Bastille, je crois. Oui, mais pourquoi on fait ça? T'es sûr qu'il n'y a que ça? Et d'abord, c'est quoi la Bastille? Professeur de métier, il vérifie chaque aspect de ses vidéos pour être sûr que, si besoin, son contenu peut être utilisé comme un support d'apprentissage. En février 2020, une rescapée du camp d'extermination d'Auschwitz est venue raconter son histoire devant 3 classes de 3e de mon établissement. Voilà, bonjour, voilà. Je sais pas l'âge que vous avez. Quel âge avez-vous? 15 ans, 16 ans? 15 ans. 15 ans? Oui. 16 ans. Ben, écoutez, c'est l'âge que j'avais quand j'ai été déportée. J'ai fêté, entre parenthèses, mes 15 ans à Drancy. Au début, ces vidéos sont courtes et abordent des sujets assez simples et classiques, mais rapidement, Baptiste se rend compte que le contenu qui rencontre le plus grand succès sont ces vidéos qui sortent des sentiers battus. Il se focalise donc petit à petit sur cet aspect et commence à approfondir des sujets plus atypiques de manière longue. Alexandre Villaplane est différent. Star du football dans les années 1920-1930, il fut longtemps le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe de France de football et participa à la toute première édition de la Coupe du Monde en 1930, rien que ça. Villaplane avait tout pour marquer l'histoire de son sport, mais vous allez voir que sa vie n'est qu'une lente dérive d'un homme avide d'argent et prêt à s'engager dans tous les mauvais coups pour en obtenir. Une avidité qui le pousse à travailler avec le milieu de la mafia, rencontré en prison, puis à collaborer au sein de la Gestapo française où il raquette, vole, menace, torture en toute impunité. Il ira jusqu'à renier sa nationalité et devenir officier SS en 1944. Malgré la diminution de la cadence de production, Baptiste Cornabas est à la tête d'une chaîne YouTube qui compte près de 100 000 personnes, ne voulant pas s'arrêter au programme scolaire. Merci à tous pour votre présence, les amis. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Allez, on va passer à autre chose et on va faire face à une réalité particulièrement inquiétante, l'essor des images pédopornographiques générées par intelligence artificielle. En quelques mois, les signalements de ces contenus sur Internet ont explosé, des contenus qui ressemblent de plus en plus à des images réelles, rendant leur détection et leur suppression extrêmement complexes. Alors, quelles sont les origines de ce phénomène et surtout comment y mettre un terme? On en parle avec nos invités tout de suite dans la première partie du talk.
Et on en parle avec vous, Lisa de Bernard et Alexandre Azria. Peut-être pour commencer avec vous, Lisa, est-ce que ces images dont on parle, donc images pédopornographiques qui sont même créées par intelligence artificielle, sont, elles, soumises aux mêmes lois que ces images autres qui peuvent être créées et celles qui représentent notamment des abus d'enfants? Oui, tout à fait. Elles sont régies exactement par les mêmes lois. La difficulté, c'est juste l'application en fait de ces lois qui peut un peu différer. Où on n'a pas encore eu en fait de procès ni d'affaires en cours sur ce type de sujet-là, donc on ne sait pas encore exactement comment ça pourrait être appliqué. En revanche, si on se tourne vers l'étranger, aux États-Unis, on a déjà eu des condamnations pour ce type d'affaires, et donc en France, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle, elle a transformé d'une manière ou d'une autre le paysage de la lutte contre la pédopornographie ? Oui, tout à fait, dans le sens où forcément les forces de l'ordre doivent déployer de nouveaux outils pour lutter contre ces images générées par IA qui par ailleurs sont de plus en plus réalistes, sont plus vraies que nature, et donc ça nécessite effectivement de nouveaux outils. Merci beaucoup Lisa. Alexandre, je me tourne vers vous. Le rapport de l'association britannique Internet Watch Foundation, le l'IWF, mentionne que la majorité de ces contenus sont hébergés sur des sites ouverts, facilement accessibles aussi, notamment en Russie, aux États-Unis et au Japon. Pourquoi ces pays sont-ils particulièrement concernés par l'hébergement de ces images ? Alors merci, parce que c'est exactement mon point justement. La première chose à savoir, c'est que c'est des sites qui sont très facilement accessibles. En quelques clics sur Internet, on peut aller sur un site classique, j'ai envie de vous dire, mettre une image classique, par exemple de vous, de moi ou de n'importe qui, et avec ces IA, on va pouvoir déshabiller ces personnes-là de manière hyper rapide et hyper réaliste. Donc en fait, n'importe qui est capable de générer ces images-là, ce qui pose des énormes problèmes. Je vous laisse imaginer si votre mère met en scène sa fille ou autre sur les réseaux sociaux, pensant juste montrer ça à certains amis et qui en fait se retrouvent avec des photos dénudées, ça pose des énormes soucis. Et pourquoi ces pays en particulier ? C'est assez simple à comprendre. Les serveurs sont hébergés dans des pays qui sont laxistes en termes de régulation, notamment de confidentialité, RGPD, etc., etc. C'est d'ailleurs dans ce genre de pays qu'on a des serveurs, par exemple, comme Telegram ou autres, donc des sites moins stricts sur leur politique, même sur l'antiterrorisme, la pédopornographie, ce genre de choses. Donc il faut faire hyper attention, et ce qui est surtout important de rappeler, c'est qu'aller sur un site hébergé en Russie ou un site hébergé en France sur Internet, c'est la même chose, quoi. On ne voit pas la différence. Je me permets aussi de compléter sur le fait qu'il y a des différences culturelles aussi, c'est-à-dire que par exemple aux États-Unis, avec le premier amendement sur la liberté d'expression, il y a déjà, c'est géré complètement différemment. Et puis pour ce qui concerne le Japon aussi plus spécifiquement, il y a une forte culture avec les mangas, etc., de l'hypersexualisation de manière générale, et les enfants compris, même s'il y a déjà eu des lois qui sont passées sur ces sujets-là, on a toujours ces problématiques. Donc c'est presque culturel en fait, c'est ce que vous exactement. expliquez tous les deux. Comment l'IWF et d'ailleurs les forces de l'ordre parviennent-elles justement à détecter aujourd'hui, Lisa, ces images générées par IA, surtout quand elles sont, et c'est l'objet du rapport même, quasiment indiscernables des images réelles? C'est toute la difficulté, mais il y a de plus en plus de logiciels d'intelligence artificielle qui sont développés pour lutter un petit peu paradoxalement contre l'IA elle-même. Et puis il y a aussi la possibilité de pouvoir retrouver quelques empreintes numériques laissées par les intelligences artificielles lors de la création des images. Et puis par ailleurs, il y a aussi les moyens humains, bien évidemment, qui sont mis en place pour aller par exemple sur les plateformes de discussion sur lesquelles ces images sont échangées et sur lesquelles des informations circulent aussi sur la provenance des images. Mais est-ce que ça résout vraiment le problème? Moi, c'est vraiment la question que je me pose, parce qu'à partir du moment où on voit une image générée ou non par de l'IA, ça nous met le doute. Donc d'une certaine manière, le mal est fait en fait. Oui, parce que cette ambiguïté, elle a des conséquences aussi. Est-ce que les gens qui consomment ces images, ils sont pleinement conscients qu'il s'agit d'images générées par intelligence artificielle? Est-ce qu'aujourd'hui la frontière elle est de plus en plus fine, on le comprend? Est-ce que les gens peuvent avoir le doute sur le fait que les gens ont le doute. Il y a même des arnaques qui sont faites, notamment l'arnaque au président, qui est le fait de faire un deepfake d'une personne, envoyer une vidéo, etc. Donc le deepfake existait. Là, il est appliqué sur un autre sujet qui est beaucoup plus important, mais les gens ne voient pas forcément la frontière, ça c'est sûr. Est-ce que cette diffusion d'images, Lisa, pourrait créer une sorte de demande, ou en tout cas encourager certains individus à passer
à des actes réels d'abus? Oui, ça pourrait renforcer en fait le cycle de l'abus pour les gens qui consomment déjà ce type de contenu. Et puis ça pourrait aussi briser une frontière, normaliser un petit peu la chose pour des personnes qui par exemple auraient accédé à ce type de contenu d'intelligence artificielle en se disant que finalement une fois qu'on a franchi ce pas, pourquoi ne pas franchir le pas suivant qui est de consommer des contenus réels. Le rapport de l'association mentionne aussi une augmentation glaçante. C'est leur nom, c'est leur titre, en tout cas c'est le terme qu'ils utilisent, des signalements. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse absolument rapide et en si peu de temps entre avril et septembre 2024 de cette prolifération de contenu? C'est dû à quoi? C'est dû aux nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui se font de plus en plus précis? C'est juste... Il y a une autre explication? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est qu'on a de plus en plus d'images qui sont créées, donc forcément, il y a de plus en plus de signalements sur ces images-là. Il y a aussi le fait que de nombreuses ONG se soient saisies du sujet et du coup sensibilisent le public, donc forcément, ça engendre aussi plus de signalements. Et puis, on a aussi une augmentation de la surveillance de la part des forces de l'ordre et enfin, une couverture médiatique qui se fait de plus en plus importante sur ces sujets-là et qui, elle aussi, engendre de plus en plus de signalements. Il a été aussi mentionné que beaucoup de ces images sont signalées par des internautes. Est-ce que, Alexandre, la réponse à ce phénomène, elle est dans justement le rôle du grand public, dans la détection et le signalement de ces contenus, comme on a parlé Lisa, très justement? Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que chacun voit midi à sa porte dans ces cas-là. Donc, c'est très difficile d'arriver à monitorer l'ensemble des images par les internautes. Comme le ferait, par exemple, pour faire un parallèle avec Waze sur une application où chacun... exactement. Mais il faudra un effet de masse, il faudra un effet avec des règles très strictes à respecter. Je trouve que c'est quelque chose de très compliqué et peu scalable. Moi, j'espère juste qu'on va arriver dans un monde où la pornographie en général et la pédopornographie encore plus sera beaucoup plus régulée. Là, aujourd'hui, on va sur un site, on clique sur un bouton et on y arrive en une seconde. Même si on a 11 ans, on peut dire qu'on en a 20. Donc oui, c'est beaucoup trop facile. C'est assez facile et on a un vrai sujet à régler. Peut-être qu'il existera des solutions technologiques capables de détecter automatiquement ces contenus sur Internet. On en parlera si c'est le cas avec grand plaisir ensemble. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la Planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.自动秀的电路啊！正好，我给你拿去空间试试。His father's building's down there. He wants to change that color right pink, there. you ready? I want blue. Do blue. What? This blue? Green. Different blue? You want green? I got you. Oh no, son.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Alexandre Azria. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, on va parler santé et intelligence artificielle avec un tout nouveau service proposé par Doctolib, Lisa, qui pourrait bien changer vos visites chez le médecin, puisque la plateforme déploie en ce moment une toute nouvelle intelligence artificielle capable d'analyser en temps réel vos discussions avec votre docteur. Alors, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça change aussi pour vous et pour les personnels de santé, professionnels de santé? Lisa, vous êtes là justement pour nous en parler. Et oui, Philippine, Doctolib frappe fort cette fois-ci. Depuis quelques jours, la plateforme, connue initialement pour la prise de rendez-vous médicaux en ligne, a lancé un tout nouvel outil d'intelligence artificielle spécialement conçu pour alléger la charge des médecins et améliorer leur relation avec les patients. C'est ce qu'ils appellent l'assistant de consultation. Alors comment ça marche concrètement? C'est très simple. Durant la consultation, le médecin va activer le micro de son ordinateur. L'IA va donc retranscrire en temps réel les échanges entre le professionnel et le patient. Elle va ensuite créer une synthèse complète de la consultation avec observation, examen et diagnostic. Et puis cette synthèse va ensuite être relue par le médecin qui la validera et l'ajoutera directement au dossier du patient dans le logiciel Doctolib. Donc si je comprends bien Lisa, plus besoin pour le médecin de taper de manière un peu frénétique sur son clavier pendant la consultation, c'est ça? Exactement. Le principal avantage, c'est que le médecin va pouvoir se concentrer sur l'essentiel grâce à ce nouvel outil, le patient, en supprimant le besoin de prendre des notes manuellement. L'IA redonne donc au personnel soignant le temps d'écouter leurs patients, d'échanger avec eux les yeux dans les yeux, là où aujourd'hui, malheureusement, ils peuvent avoir le regard un petit peu rivé parfois sur leur écran. Et d'ailleurs, parmi les 360 médecins qui ont déjà testé le logiciel, depuis quelques mois, eh bien, certains affirment avoir déjà une qualité d'interaction plus qualitative que ce qu'ils pouvaient avoir jusqu'à présent. Ils parlent également d'un véritable gain de temps. Certains d'entre eux estiment même pouvoir effectuer 20% de consultations en plus par jour grâce à cette aide. Ça a l'air sacrément prometteur tout ça, mais côté éthique, est-ce que ça soulève des questions? Oui, j'imagine. Évidemment, comme c'est souvent le cas dans les medtech, il y a des enjeux, notamment en matière de confidentialité, plus encore lorsque l'on imagine qu'une IA est en train d'écouter et d'analyser nos conversations médicales. Forcément, ça peut inquiéter. Mais d'abord, il est important de préciser que tout se fait avec l'accord du patient. Pas d'accord, pas d'IA. Et puis, il est important de noter que le son n'est pas enregistré. L'analyse se fait en direct et puis ensuite, les données ne sont pas conservées. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Doctolib a mis un point d'orgue à sécuriser toutes ces données. Elles sont hébergées en Europe sur des serveurs dédiés à la santé et les échanges sont chiffrés. De toute manière, la plateforme a plutôt intérêt à se barricader en la matière puisqu'elle a déjà été victime d'une fuite de données en 2020. Autant dire donc que la question de la sécurité reste cruciale pour eux. C'est sûr. Et est-ce que tout ça, c'est disponible pour tout le monde? Alors, pour l'instant, c'est plutôt les médecins généralistes et les pédiatres qui ont accès à ce service. D'autres spécialités vont progressivement être concernées au fil de l'année. Et par ailleurs, les médecins pourront tester du coup pendant 1 mois ce service avant de devoir s'acquitter d'un abonnement de 79 € par mois. Et il faut aussi noter que Doctolib n'est pas le seul acteur dans ce domaine. Google, par exemple, teste une IA capable d'effectuer un premier diagnostic sans passer pour un médecin. Et là, on va encore plus loin. Et j'imagine que ça fera l'objet d'une autre chronique. Mais Lisa, vous serez toujours là, bienvenue. Merci infiniment, en tout cas, d'être parmi nous. Et puis, on lance tout de suite avec Lisa et avec Alexandre la deuxième partie du talk. Allez, deuxième partie d'émission, deuxième partie de débat aussi, avec au programme aujourd'hui, dans le projet de budget de la France, 2 dispositifs pour les startups qui sont supprimés et pas des moindres. Vous allez voir un véritable coup de massue et ce qui annonce certainement la fin d'une ère, celle de la Startup Nation. On en parle ensemble peut-être avec vous, Alexandre Azria, pour commencer. Quelles sont les principales mesures budgétaires justement dont on parle et qui ont été supprimées? Quel impact direct aussi ça pourrait avoir tout ça sur les startups? Oui, exactement. Alors, la première chose à savoir, c'est que le crédit impôt innovation qui permet aux entreprises de moins de 250 personnes de bénéficier de réduction d'impôt de 30% sur leur R&D supprimée.
C'est un dispositif qui était utilisé par 45% des startups françaises, qui est assez énorme. Et la suppression aussi de l'exonération des charges patronales pour les jeunes entreprises innovantes, qui était bénéficiée aussi par 50% des entreprises en France, ce qui est assez énorme. Effectivement. Quel est justement, comment vous interprétez ces décisions concernant la suppression de ces dispositifs de soutien? Je pense que malheureusement, c'est la suite logique de ce qui s'est passé depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, à savoir mettre la France en orbite sur les startups, vouloir avoir pas mal de licornes aussi. Là, on en est à 25, 26, quelque chose comme ça. Donc, la résultante de tout ça, ça a été la BPI qui a fait pas mal de startups en France, notamment. Merci. Je vous en prie. Mais en fait, la résultante, c'est que on est dans un écosystème français qui est principalement dopé d'une certaine façon par la finance publique. Donc, en fait, on cherche de l'argent autre part maintenant, potentiellement avec des VC, des fonds de private equity ou autres. Mais le switch va s'opérer, je trouve, de manière assez brutale maintenant. Quel regard, merci beaucoup Alexandre, quel regard vous portez Elisa là-dessus, quel impact ça pourrait avoir en tout cas sur l'économie française et puis sur l'esprit d'entreprendre aussi, qui était plutôt caractéristique, c'est vrai. Quand on regarde les médias internationaux depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on parle beaucoup de cet esprit d'entreprendre, cette Startup Nation. Qu'est-ce que tout ça va devenir ? Je pense que déjà, comme le soulignait Alexandre, c'est aussi un changement de priorité de la part du gouvernement, puisqu'effectivement, il faut équilibrer un peu les déficits. Et donc, on va chercher de l'argent là où on peut. Et comme vous le disiez, vous, il y a un instant, c'est que jusqu'à présent, on a plutôt bénéficié d'un appui assez fort du gouvernement du côté de la French Tech. Si on prend par exemple l'exemple à l'étranger, quand il y a eu des crises sur ces sujets-là, le soutien il a été égal à ce qu'on peut avoir aujourd'hui en France. On peut se dire que l'herbe est plus verte ailleurs, mais la réalité c'est que finalement les entrepreneurs de certains pays voisins ont pu se tourner vers la France au cours des dernières années et se dire qu'on était plutôt très bien accompagnés. Maintenant, les conséquences que ça va avoir, la réalité, c'est que ça va surtout mettre les startups françaises en difficulté face à la concurrence internationale. Ça va certainement aussi baisser l'attractivité de la France. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur l'économie à une échelle beaucoup plus large. Tout à fait. On voyait depuis quelques mois maintenant des entrepreneurs américains, notamment, venir en France pour monter leur start-up. Est-ce qu'on va le voir encore durant les prochains mois? C'est pas sûr. Et lever des fonds en ce moment, c'est très complexe, assez compliqué. Avec ce genre d'initiative, ça va le devenir encore plus, quoi. Il y a forcément des inquiétudes et vous en faites part sur l'impact de la création d'emplois aussi et comment ces mesures budgétaires, Alexandre, elles pourraient affecter justement le marché de l'emploi et notamment dans le secteur technologique. On parle quand même de la French Tech dont on parle régulièrement ici ensemble, dont la France s'était fait une sorte de fleuron, c'est vrai, à l'international. Est-ce que ça aussi, ça annonce une fin peut-être prématurée de la French Tech ? Alors, une fin prématurée, je ne l'espère vraiment pas. Je ne le souhaite pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, étant une start-up française typique, early stage, on va dire, donc qui vient de se lancer, on avait l'occasion de bénéficier d'aide pour aller recruter des doctorants ou autres en bénéficiant de pas mal de réductions d'impôts. Est-ce que ça va être le cas encore? On ne sait pas. Ce qui potentiellement en fait rendrait nos talents attractifs à l'international, et là ça va devenir un peu plus complexe pour nous de les retenir, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, Maïa Noël, la directrice générale de France Digital, le premier collectif de start-up et d'investisseurs en Europe avec près de 2000 adhérents, craignait en septembre une, je cite, balle perdue, des changements qui ne viseraient pas principalement les start-up, mais qui pourraient leur être fatales. Là, c'est pas une balle perdue, là. C'est clairement visé pour la French Tech. Ouais. C'est malheureusement le problème, c'est que c'est pas un ricochet qui va impacter les start-up, c'est une décision qui impacte directement les start-up françaises, qui étaient, comme on l'expliquait, mal en point en ce moment, qui avaient du mal à lever des fonds, surtout les startups qui ne faisaient pas forcément de l'IA ou autre. Là, ça va devenir assez compliqué de lever. Et puis, il va falloir être attractif, non pas pour la BPI maintenant, mais pour des fonds d'investissement privés.
Et c'est pas la même affaire. Est-ce que c'est pas plus mal quelque part, pardon, vous vouliez réagir, Lisa, j'allais vous dire, est-ce que c'est pas plus mal quelque part que les startups ne soient pas forcément biberonnées à des institutions publiques et qu'elles puissent trouver un business model ailleurs? Non mais c'est une évidence, mais ça fait 6 ans que la France est basée sur un autre modèle. Donc les gens s'y sont habitués. Exactement. Oui, moi ce que j'allais dire, c'est que dans tous les cas, ça rejoint un petit peu les discussions qu'on a pu avoir au cours des dernières semaines dans cette même émission. Finalement, en fait, ça va surtout forcer la French Tech à devoir se réinventer. Je ne pense pas que ça soit la fin de la French Tech comme vous avez pu l'évoquer il y a peu. Non, je pense que ça va juste être la fin de la course à l'hypercroissance et maintenant on va plus se concentrer sur la rentabilité. Ce qui est un énorme problème, je pense, parce que la France est un petit marché quand on compare à des startups américaines ou chinoises. Donc ce qui rendait les startups françaises hyper attractives, c'était les aides ou le côté européen. Là, on s'en éloigne de plus en plus, donc ça va poser des petites problématiques, ça c'est sûr et certain. Et ça m'inquiète un peu, pour être honnête. C'est vrai ? Ouais. On voit dans les yeux d'Alexandre le chaos. Les grands groupes, ils ont été épargnés de ces mesures budgétaires. Ils sont beaucoup moins touchés par les coupes budgétaires, mais ça s'explique notamment par des structures de financement qui sont beaucoup plus solides. Et puis ça s'explique également par des soutiens du gouvernement plus constants auprès des grandes entreprises et sur le fait également, sur le modèle des startups, en fait, qu'elles soient tout simplement plus vulnérables et du coup elles subissent beaucoup plus rapidement les conséquences des ajustements de budget. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va voir durant les 6 prochains mois ou années un énorme nombre de rachats de petites startups, des startups ayant levé une série A, donc l'équivalent d'un second tour de table, par des entreprises comme L'Oréal ou autres qui sont à fond dans l'innovation. Et j'ai bien l'impression que ce soit plus un rôle de politique, de tech, tout ce qui se passe actuellement, et que ça va bénéficier aux gens qui sont déjà installés comme il faut dans l'innovation, pour le dire autrement. C'est presque utiliser l'innovation à des fins de communication, c'est ça, pour les grands groupes. Donc on rachète des startups et on utilise leur innovation, on communique sur le fait qu'on a racheté et qu'on innove. Ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, parce qu'on a pas mal de rachats d'entreprises, on appelle ça acquire hiring en anglais, donc le fait de racheter une entreprise pour acheter les cerveaux et les inclure dans notre stratégie globale d'entreprise. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on va avoir une augmentation énorme de ce genre de rachat, ça c'est sûr et certain. Eh ben, ça nous laisse tous bouche bée, notamment les chiffres de la Banque de France qui parlent d'eux-mêmes. En seulement 18 mois, 129 startups matures ont mis la clé sous la porte. On en a parlé là récemment ensemble tous les trois. Elles représentent 5,6% des entreprises les plus prometteuses de la French Tech. Mais la majorité avait pourtant réussi quand même à lever des fonds dans les 3 années précédentes. Comment on l'explique ça aussi? En fait, on a l'impression avec cette annonce du gouvernement là, il y a quelques jours seulement, que c'est tout à fait nouveau. Quelque part, on voit que la French Tech, et on en a parlé rapidement la dernière fois, elle se porte pas si bien. Que quelque part, ce n'est pas forcément un problème franco-français, mais peut-être un peu plus global, non? Oui, et comme on l'avait dit lors d'une précédente émission, effectivement, c'est dû à plusieurs facteurs, notamment la crise sanitaire qui avait vu exploser un certain nombre de startups et de services numériques. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec cette concurrence accrue, en fait, il y a certains services qui ne tiennent plus. Il y a aussi, comme le disait Alexandre au début du débat, des questions de financement, de levée de fonds. Donc, c'est tout un tas de facteurs. Et effectivement, ça fait des mois que c'est en cours. Donc, rien de trop surprenant. Je trouvais ça personnellement un peu moins alarmant. Pourquoi? Parce que c'est un peu le jeu des startups et du VC, notamment. C'est-à-dire le fait que si j'investis dans 10 boîtes, je vais attendre de mon rendement que 9 d'entre elles crachent dans les 5 ans et qu'en fait, une va exploser et va me rapporter le rendement des 9 autres. Donc, ça m'alarmait moins parce que c'est un peu le rôle de l'innovation et de la tech. Tout le monde ne peut pas malheureusement gagner dans un secteur aussi compétitif. Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, la grosse problématique, c'est que les jeunes qui voulaient se lancer et qui se sont lancés, je pense aussi à des choses, par exemple, au Master XHEC, à HEC notamment, où on en a un autre à Centrale, je crois. Donc, il y a eu aussi un écosystème académique qui s'est mis en place. Bien sûr, des jeunes qui se lancent, qui veulent maintenant monter leur entreprise et qui se sont dit, je pense, avec la BPI et autres, je vais pouvoir monter mon entreprise beaucoup plus rapidement. Là, ça va pas être la même affaire. Et c'est ça qui est
très compliqué à entendre pour nous. Rapidement et en limitant les risques aussi, parce que c'est ce que proposait aussi, Bien sûr. entre autres, la BPI. Et là, effectivement, c'est une autre affaire. Et peut-être que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un peu plus compliqué que ce que nous et d'autres avons pu faire par le passé. C'est sûr. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux. Alexandre Azria, je rappelle que vous êtes expert en nouvelles technologies et intelligence artificielle, fondateur de Le Croissant AI, d'avoir été parmi nous et nous avoir donné toutes vos lumières comme vous le faites chaque semaine. Merci infiniment. Merci aussi à vous, Lisa, d'avoir participé à cette discussion et d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours, on se retrouve dès demain, toujours sur School TV. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée.